Tout de suite, un grand angle spécial Nouvelle-Calédonie après la victoire du non à l'indépendance au référendum de ce dimanche 4 novembre. Et avant de parler de l'histoire passionnante de la Nouvelle-Calédonie et de son avenir avec l'historien Frédéric Anglevielle depuis Nouméa dans quelques instants, d'abord le film de cette journée historique pour l'archipel et donc la victoire du non à l'indépendance par plus de 56% des voix, le maintien donc de la Nouvelle-Calédonie dans la République. Tout de suite le récit de Laure de Matos. Les électeurs de Montravel sont au rendez-vous. Dans ce quartier populaire au nord de Nouméa, la majorité de la population est kanak, c'est-à-dire issue du peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. Mais des Caldoches, ces Calédoniens d'origine européenne, y vivent aussi. Tous sont venus répondre à une même question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante ? On ne peut pas aller dans l'aventure comme ça. Tous les pays autour de nous, c'est la misère. S'il n'y a plus la France, c'est la misère. Je ne peux pas dire après pour demain ça va être comment, on n'a jamais vécu ça encore. Mais vous voulez tenter le coup ? On va tenter le coup. La participation a été massive ce dimanche, plus de 80%. Et si le résultat, le rejet de l'indépendance était attendu, le non ne l'a emporté qu'avec 56,4% des voix. Bien moins que ce que prédisaient les derniers sondages. Dans le camp indépendantiste, on espère déjà un prochain référendum, comme le prévoit l'accord de Nouméa, signé en 1998. On considère que c'est une bataille de longue date. C'est depuis 1956 qu'on se bat pour l'accession du pays à la pleine souveraineté. Les étapes aujourd'hui donc, nous permettent de dire qu'effectivement, il y a des acquis et donc on s'en félicite. À près de 17 000 km de là, le président français a dit sa fierté de voir la Nouvelle-Calédonie rester française. En ce jour, le seul vaincu est la tentation du mépris, de la division, de la violence, de la peur. Le seul vainqueur, c'est le processus en faveur de la paix qui porte la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. L'esprit de dialogue que plus rien n'entamera. Un message d'apaisement à destination de toutes les communautés calédoniennes que devrait aussi porter le Premier ministre français attendu ce lundi dans l'archipel. Pour poursuivre ce grand angle spécial Nouvelle-Calédonie, avec nous depuis Nouméa, Frédéric Anglevielle. Il est 4h30 du matin en Nouvelle-Calédonie, raison pour laquelle cet entretien a été enregistré samedi matin. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, grand spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et de la Mélanésie. Vous avez écrit une vingtaine de livres sur cette région du Pacifique Sud et sur la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Et le dernier qui vient de paraître, La France aux antipodes, histoire de la Nouvelle-Calédonie, est publié aux éditions Vendémiaire. Alors Frédéric Anglevielle, la Nouvelle-Calédonie a été annexée par la France en 1853. Ma première question sera à la fois simple et complexe. Pourquoi, 165 ans plus tard, la France a-t-elle organisé aujourd'hui ce référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? On peut dire que c'est l'aboutissement d'un long processus de décolonisation. En effet, la France, lorsqu'elle prend possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853, met en place sa deuxième colonie de peuplement, l'autre étant bien connue étant l'Algérie. Et donc, ça mettra en place une histoire très particulière dans le cadre de l'Empire colonial français, avec d'abord une colonisation libre, qui a été difficile au départ, puis une colonisation pénale, puisqu'ouvre un bagne en 1864 qui ne fermera qu'en 1910-1911. Donc, il y a des descendants du bagne en Nouvelle-Calédonie. Comme il y a eu des découvertes de nickel et des plantations agricoles, il y a des engagés asiatiques qui sont venus, qu'ils soient japonais, qu'ils soient javanais, c'est-à-dire indonésiens, qu'ils soient tonkinois, c'est-à-dire vietnamiens. Et toutes ces populations se sont retrouvées en Calédonie en 1945, lorsque l'Empire colonial s'est arrêté. Donc la France, à l'époque, a décidé d'avoir des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer, des pays d'outre-mer. Les pays d'outre-mer avaient vocation à une indépendance dans les années qui suivaient. Les départements d'outre-mer avaient vocation à se rapprocher de la métropole. Et les territoires d'outre-mer, c'était là où leur cœur balançait. Et en Calédonie, vu la spécificité de la colonisation qui fait qu'il y avait déjà une population multiculturelle et multicommunautaire, il y a eu un pari extraordinaire qui a été mis en place par un homme qui s'appelait Maurice Lenormand, métropolitain, marié avec une femme kanak, élevée par une famille caldoche, c'est-à-dire les Calédoniens d'origine européenne. Et il a réussi un pari extraordinaire d'avoir le soutien des notables kanaks protestants et catholiques, le soutien des petits blancs, c'est-à-dire les broussards, et le soutien des ouvriers syndiqués de Nouméa.
Et au lieu d'avoir un conflit en Nouvelle-Calédonie pour ou contre la France, la décolonisation est passée par le filtre les petits contre les gros. Et à l'époque, son parti, l'Union calédonienne, qui était un parti autonomiste, qui aujourd'hui est un des partis indépendantistes, avait comme devise 2 couleurs, un seul peuple. Alors, Frédéric... Donc il y avait vraiment un espoir. Oui. Frédéric Angleviel, on peut dire aussi que certains voient dans ce référendum en fait l'aboutissement d'une forme de colonisation réussie, puisque la Nouvelle-Calédonie va rester sans doute dans la République française. Alors on peut soit parler d'une décolonisation réussie ou d'une colonisation réussie. Toujours est-il qu'on peut parler d'une émancipation et une décolonisation, pour l'instant, dans le cadre de la République. Demain, après-demain ou après-après-demain, on verra quels seront les choix des Calédoniens. Mais dans l'état actuel des forces en présence entre les 3 partenaires que sont les indépendantistes et non-indépendantistes et l'État français, on peut penser qu'effectivement, demain, après le référendum, il faudra que les hommes politiques se mettent autour d'une table, qu'ils discutent, qu'ils mettent en place un nouveau consensus et un nouvel accord. Frédéric Angleviel, d'un point de vue démographique, il faut rappeler que les Mélanésiens sont aujourd'hui minoritaires en Nouvelle-Calédonie. Donc faire un référendum en 2018, et la réponse non était connue d'avance. Le gouvernement français n'a pas pris beaucoup de risques en fait en organisant ce référendum aujourd'hui. Alors, quand on parle de démographie, il est très intéressant d'essayer d'avoir un recul historique. Lorsque James Cook découvre, c'est la découverte mutuelle de Nouvelle-Calédonie en 1774, on considère qu'il y avait 100 000 Mélanésiens en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un choc microbien qui a amené 40 à 50% de la population à disparaître, ce qui fait que lorsque la France arrive en 1853, il ne reste plus que 50 000 Kanaks. Pendant la deuxième partie du 19e siècle, il continue à y avoir des disparitions, ce qui fait qu'on arrive à un étiage de 27 000 Mélanésiens sur la Grande Terre et les îles Loyauté entre 1900 et 1920. Et depuis, la population mélanésienne a petit à petit remonté, refait ses forces, et aujourd'hui, elle représente 40 à 42% de la population calédonienne. À côté de cela, il y a 37% d'Européens, il y a à peu près 8 à 10% de Wallisiens et Futuniens qui sont des Polynésiens, et il y a les autres communautés, dont 5% d'Asiatiques. Donc, sur le plan démographique, il est aussi intéressant de dire que lorsqu'on arrive en 1945, il y avait un tiers de Kanaks, un tiers d'Européens, un tiers d'Asiatiques. Ces Asiatiques étaient venus comme engagés pour 5 ans, donc sont petit à petit repartis en grande partie dans les années 50-60. Et à un moment donné, on avait 50% de Kanaks, 50% d'Européens. Et ce qui a changé la donne, et qui a du reste amené un certain nombre de troubles en Nouvelle-Calédonie, c'est le boom minier de 1968-1972, qui fait que d'un seul coup, on a 30 000 métropolitains et wallisiens et futuniens qui sont arrivés, qui sont rentrés dans la vie civile, dans le vote, et qui ont changé, ce qui fait que l'Union calédonienne, qui est un parti autonomiste, a perdu le pouvoir, est devenu à ce moment-là un parti indépendantiste, et qu'on est passé un petit peu de la lutte des petits contre les gros à la lutte entre les communautés. Frédéric Ça a été Angleviel. les événements politiques. Oui. Aujourd'hui, en 2018, vous diriez que la Nouvelle-Calédonie a encore besoin de la France, et si oui, pourquoi? Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il paraît très facile d'avoir un discours indépendantiste, puisque c'est dire on veut créer une nouvelle société. Et en même temps, quand on discute avec les gens qui sont contre l'indépendance, on a l'impression qu'ils veulent plutôt protéger ici leurs avantages acquis. En réalité, la question qui se pose, c'est aussi au niveau international. Lorsqu'il y a eu l'indépendance en Afrique, la Calédonie a fait le choix à l'époque de rester dans l'ensemble français, en particulier lorsque le général de Gaulle met en place la Constitution de la Ve République en 1958, il y a eu un vote. Il était dit à chaque territoire, si vous votez contre la Constitution, c'est que vous voulez l'indépendance demain. Et le parti Union calédonienne a appelé à l'époque à voter pour rester dans la France. Et il y a eu 98% à l'époque dans ce sens-là. Je voudrais vous poser ma question autrement. Oui. Si la France devait quitter la Nouvelle-Calédonie et si la Nouvelle-Calédonie devait devenir indépendante, est-ce qu'elle serait viable, vivable? Alors, viable dans l'état actuel des choses et dans le développement et les infrastructures que nous avons aujourd'hui, non. Viable de façon différente et avec beaucoup de réduction de dépenses, de possibilités de vie, c'est toujours possible d'être viable. Ouais. La question aussi qui se pose, c'est quelle est la confiance? Et je m'excuse d'être un peu direct parce qu'on est au pays du non-dit, donc généralement on n'ose pas parler des questions de fond en Nouvelle-Calédonie, mais quelle est la compétence de nos hommes politiques d'un petit pays de 300 000 habitants où nous avons très peu de véritables élites politiques? Qu'est-ce que ces élites pourraient faire demain pour développer
toujours la Nouvelle-Calédonie, et comment est-ce qu'elles arriveraient à combattre contre les 3 multinationales qui existent en Nouvelle-Calédonie, qu'elles soient françaises avec la SLN, qu'elles soient brésiliennes ou qu'elles soient canadiennes, suisses. À un moment donné, on pourrait avoir ce qu'on a appelé une africanisation de la Nouvelle-Calédonie. C'était un terme du géographe François Doumanche qui nous rappelle qu'il y a toujours des risques dans l'aventure. Frédéric Anglevielle, qu'est-ce qui peut se passer demain après le référendum de ce dimanche? Un second ou un deuxième, voire un troisième référendum serait possible? Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand même l'importance que l'État et le gouvernement français apportent à la Nouvelle-Calédonie, et le fait que le Premier ministre se déplace en Nouvelle-Calédonie le lendemain du scrutin du référendum montre ici l'importance et le souhait de l'État, qui est à la fois un partenaire et un arbitre, si on peut dire, mais il a ces 2 casquettes en même temps, permettra aux indépendantistes et aux non-indépendantistes de se retrouver autour d'une table. Les 2e et 3e référendums sont inscrits. Donc si effectivement un tiers des élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie le souhaitent, ils se tiendront. Pour l'instant, le discours des indépendantistes, c'est de dire quoi qu'il arrive, nous ferons le 2e, 3e référendum. Mais on sait bien qu'en politique, il y a des postures, qu'il y a toujours des possibilités ensuite d'entente, de réflexion. Donc ça sera la bonne volonté, j'allais dire, des élus et de l'État de se réunir autour d'une table qui fera que soit dans 2 ans et dans 4 ans, on pourra avoir un 2e, un 3e référendum, puisque de toute façon ils sont prévus, ou est-ce qu'on pourra faire comme en 1998 lors d'accord de Nouméa, où on devait avoir, au bout des 10 ans de l'accord de Matignon-Oudinot, un référendum de sortie ou pas, et que les 3 partenaires ont décidé ensemble de le remplacer par un référendum pour confirmer l'accord de Nouméa. Donc on pourrait avoir la même chose si tout le monde est d'accord. Il faut qu'il y ait un consensus pour qu'on évite éventuellement ces 2e et 3e référendums. Frédéric Anglevielle, une dernière question. L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, elle aura lieu un jour? Alors, il y a une très belle phrase de François Garde, qui est un ancien haut fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie, qui a fait un ouvrage sur les institutions de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il dit « Tant que la Nouvelle-Calédonie ne sera pas indépendante, la question pourra être posée. Et tant, je dirais, qu'il y aura des indépendantistes. » Donc la vraie question actuellement en Calédonie, c'est un peu ce qu'avaient dit Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur en 1988, lorsqu'ils avaient signé l'accord de Matignon-Oudinot. L'un avait répondu aux médias « J'espère à terme vous convertir à l'idée d'aller vers l'indépendance avec nous ». Et Jacques Lafleur avait répondu « J'espère à terme vous montrer qu'il vaut mieux rester dans l'ensemble français et continuer l'émancipation et la décolonisation dans le giron de la mère patrie ». Merci beaucoup Frédéric Anglevielle d'avoir été avec nous depuis Nouméa. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La France aux antipodes, Histoire de la Nouvelle-Calédonie, aux éditions Vendémiaire. Merci d'avoir été avec nous.